Et cette histoire du déclin du français à Montréal, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette déclaration de la députée Emmanuela Lambropoulos? C'est très surprenant comme déclaration. C'est une déclaration malheureuse. Puis je suis pas mal sûre que les libéraux s'arrachent les cheveux en ce moment parce que vous avez une députée anglophone de Montréal qui parle sans doute au nom de plusieurs Montréalais où c'est comme ça que ça va être perçu et qui banalise un peu le problème alors que plusieurs observateurs et depuis plusieurs années, on indique effectivement que la place du français se réduit à Montréal. Et donc, il s'en va faire cette déclaration-là et qui banalise la situation. Je suis sûre que dans un contexte pour le gouvernement libéral où on essaye de ramener la protection des droits des minorités, notamment des francophones, à l'avant-plan, puis d'essayer de bâtir des ponts, c'est certainement pas un bon discours qui a été présenté. Oui. Daniel, justement, la députée a dit regretter. Elle a fait marche arrière, mais ça n'a pas empêché l'opposition cet après-midi aux communes de lui reprocher ses propos. Qu'est-ce qu'on doit penser de la réaction de l'opposition dans ce dossier-là? C'est une réaction normale. Elle a fait une bourde. Je pense qu'elle a fait une erreur. Elle s'est excusée. Puis c'est normal que l'opposition essaie de ramener ça à l'avant-scène et puis de faire de ce genre de l'accuser de ne pas vraiment prendre la situation au sérieux. Et c'est ce qu'elle a dit. Hein? Mais je ne sais pas si on va encore parler de cette histoire-là dans quelques jours. Mais c'est sûr que pour l'opposition, surtout pour le Bloc, c'est le genre de déclaration là, qui vraiment les aide à montrer que c'est eux qui sont les défenseurs de la langue française. Et Mario Beaulieu a réagi d'ailleurs aussi cet après-midi. Sur la gestion de la COVID maintenant, la deuxième vague frappe fort au Canada, on le sait. On craint d'avoir plus de 10 000 cas d'infection par jour d'ici le mois de décembre. Geneviève, bon, il y a toutes sortes de pressions pour qu'Ottawa mette en place un plan national pour les provinces pour lutter contre la COVID. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait aller jusque-là? Je ne sais pas, c'est pas encore clair dans ma tête. Depuis le début de la crise, il y a eu des réponses variées selon les régions par les gouvernements provinciaux, puis ça a quand même bien marché. D'avoir un plan national, ça veut dire que tout le monde est soumis aux mêmes règles alors que les situations sont assez différentes d'une région à l'autre. Puis ce qui va arriver, c'est que si Ottawa dit, bon, ben, on fait un ensemble de règles pour l'ensemble du pays, les gouvernements provinciaux, eux, vont dire, bon, ben, très bien, mais où est l'argent? Donc, il va y avoir une bataille de chiffres qui va se livrer assez rapidement. Donc, idéalement, c'est mieux de décentraliser les décisions, puis de s'ajuster à ce qui se passe sur le terrain. Mais en même temps, le chiffre de 10 000 cas par jour, c'est quand même important. Là. On n'avait jamais cru ça il y a quelques semaines encore. Alors, c'est ça qui est préoccupant. Puis, c'est d'où viennent ces 10 000 cas? Bien, essentiellement l'Ontario et le Québec. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des réponses plus ciblées qu'il y aurait à faire dans ces deux provinces-là, notamment? Mais en même temps, bon, l'Alberta, ça va pas très bien, le Manitoba non plus. Donc, la question se pose. Donc, je pense que c'est sain de se poser la question, mais est-ce que c'est la réponse? Je ne suis pas encore convaincue. Oui, Daniel, on parle même de déployer la loi sur les mesures d'urgence dans les provinces. Est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez? Non, pas la loi sur les mesures d'urgence, pas en ce moment. De toute façon, Justin Trudeau a déjà dit qu'il le ferait seulement si les provinces le demandaient, s'il y avait un consensus parmi les provinces pour le faire. Et je ne pense pas que la majorité des provinces, certainement pas le Québec ou l'Alberta, vont demander que cette loi soit mise en œuvre. Là, ou que c'est vraiment une mesure extrême. Et je pense qu'il n'y a pas encore de consensus politique. Donc, je ne pense pas que ça va se faire, pour le moment en tout cas. Et ça serait une mauvaise idée pour le gouvernement Trudeau d'essayer de le faire sans le soutien des provinces. Oui, pourrait en payer le prix politiquement. Geneviève, sur la gestion de la COVID par l'Ontario, parce qu'on sait que les cas d'infection montent en Ontario, le nombre d'hospitalisations également. Le premier ministre Doug Ford, pendant ce temps-là, se livre à une espèce de valse-hésitation dans l'imposition des consignes, ouvre les restaurants, finalement annonce qu'ils vont rester fermés. Qu'est-ce qu'on doit penser de la gestion de la COVID par le premier ministre Ford en Ontario?
Puis, à vrai dire, c'est pas lui qui a annoncé les fermetures, c'est les autorités régionales de santé publique. Alors, M. Ford dit aux autorités régionales, bien, si vous voulez prendre d'autres mesures, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Ça peut se défendre comme argument. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand on se contredit, puis c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, M. Ford veut déconfiner ou essayer d'avoir un semblant de normalité le plus possible. On voit qu'il y a des considérations économiques qui rentrent en ligne de compte, alors que les autorités régionales de santé publique disent non, on ne peut pas aller dans cette direction-là, puis il faut contre-attaquer et être plus strict dans nos mesures. Et là, on entend un double discours et ça nuit à la crédibilité de M. Ford parce que jusqu'à présent, il disait, je me fie aux autorités publiques sanitaires. Puis là, on sent qu'il le fait plus tellement. Alors, ça risque d'être dangereux pour M. Ford et il risque éventuellement d'en payer le prix sur la popularité parce que les gens vont lui dire, bien, on aimait ça quand vous suiviez les avis des experts, maintenant, vous le faites plus, puis regardez, les chiffres augmentent. Donc, c'est un jeu dangereux qu'en ce moment, M. Ford est en train de faire. Oui, et Daniel, d'autant plus que le premier ministre du Québec dit souvent dans ses explications, bien, l'Ontario le fait, on le fait aussi, l'impact sur le Québec. Oui, on se compare toujours avec l'Ontario, mais en ce moment, on porte aussi une plus grande attention à ce qui se passe dans l'Ouest et au Manitoba et en Alberta. Mais c'est sûr que c'est plus difficile pour François Legault de continuer avec tout ce qui s'est passé en zone rouge notamment. Si les autres provinces n'emboîtent pas le pas, surtout quand la situation dans ces provinces-là se détériore. Donc, c'est sûr que M. Legault aimerait bien que son voisin en Ontario prenne des mesures plus drastiques et ça pourrait, je pense, renforcer un peu la légitimité de ce qui se fait ici au Québec. Oui. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'élection aux États-Unis parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du 3 novembre. La Chambre des communes a formellement invité cet après-midi le président élu, Joe Biden, à effectuer une visite officielle au Canada dès que la COVID, évidemment, va être sous contrôle. Geneviève, qu'est-ce que ça laisse présager dans les, je dirais, nouvelles relations Canada-États-Unis sous une administration Joe Biden? On dirait qu'il y a comme un grand ouf généralisé qui est en train de se faire au Canada. Alors, on est plutôt content de voir que M. Biden a été élu. Et la tradition veut que la première visite officielle à l'étranger du président américain se fasse au Canada, ce que M. Trump n'avait pas fait d'ailleurs. Alors, j'ai l'impression qu'au Canada, on est en train de dire, bien, on veut prévenir la suite des choses, puis il faudrait que M. Biden vienne nous voir. Et donc, on lance déjà l'invitation. Quand vous serez élu, venez nous rencontrer. Et si, effectivement, M. Biden vient voir le Canada en premier, bien, je pense que ça veut dire un retour à la normalité des choses dans nos relations avec les Américains. Oui, en tout cas, on n'a pas tardé à lui lancer l'invitation aujourd'hui. Daniel, les conservateurs à Ottawa, on le sait, devaient constamment prendre leur distance du président Trump, qui était très polarisant. On est maintenant à la fin de l'ère Trump. Quel impact ça pourrait avoir sur la joute politique à Ottawa, le fait que ce ne sera plus le président Trump qui va occuper la Maison-Blanche, l'impact sur les conservateurs? Oui, non, ça pourrait aider les conservateurs parce qu'ils ont plus besoin de se distinguer de Trump. En même temps, je pense que ça pourrait être plus difficile pour quelqu'un comme Jason Kenney, par exemple, de résister les politiques de prix sur le carbone quand Joe Biden va probablement essayer d'aller dans la même direction que le Canada, sinon plus loin. Et donc là, ça va donner des munitions aux gens plus à gauche, les écologistes, le Parti vert, le NPD, pour demander plus d'action en matière de changement climatique. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Alberta ou la Saskatchewan, de plus en plus isolé sur le continent nord-américain. Et il pourrait y avoir aussi des enjeux comme le projet de pipeline Keystone XL. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se produire avec le permis présidentiel. Donc, ça pourrait causer je pense, des problèmes pour l'Alberta et pour Jason Kenney dans ce nouveau contexte nord-américain où maintenant la lutte contre les changements climatiques va devenir une priorité au sud de la frontière. Et ça devrait avoir des conséquences ici au Canada. En tout cas, ça va changer la donne. Ça, c'est une chose qui est certaine. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.